au cours duquel on va essayer de comprendre tous ensemble pourquoi je suis face à un patient, une patiente plutôt, qui présente une dilatation du ventricule gauche. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet et je commencerai par présenter le premier patient. En fait, ce premier patient n'est pas le malade principal de l'observation, mais vous allez voir, il va nous y conduire. C'est un patient de 50 ans que je reçois au cabinet en urgence pour douleur thoracique et dyspnée d'installation aiguë. Alors, effectivement, dès l'entrée en salle d'examen, je vois que c'est un patient qui est souffrant, polypnéique, et je suis frappée également par un ensemble d'anomalies squelettiques qui sont évocatrices du syndrome de Marfan. Alors, le patient est stable sur le plan hémodynamique, il présente un souffle de régurgitation aortique, il est en rythme sinusal avec un HVG électrique. Donc là, je vous présente son écho. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une dissection de l'aorte qui prend l'aorte ascendante, qui est accompagnée d'une fuite aortique assez significative, avec des signes de retentissement sur le ventricule gauche en termes de dilatation et d'altération de la FEVG. Donc, bien évidemment, après avoir fait le tour anatomique rapidement de la dissection via un angioscanner, le patient a été conduit au bloc en urgence. Il a été opéré par professeur Jafar Rissassi. Il a bénéficié d'une chirurgie de type Bental. Et là, je vous montre l'écho post-op. Donc, une fois le patient stabilisé, une fois à l'urgence gérée, je décide de passer vers un dépistage familial, comme le stipulent certaines sociétés savantes. Là, à titre d'exemple, je présente les recommandations de la Société américaine de cardiologie concernant la pathologie de l'aorte, où on nous dit clairement que face à certaines situations, telles que les pathologies de l'aorte chez les patients étiquetés Marfan, les pathologies de l'aorte chez les patients qui présentent, qui sont encore jeunes, moins de 60 ans, il faut aller faire un screening familial chez les apparentés de premier degré. Donc là, j'ai sensibilisé le patient et son épouse par rapport au caractère héréditaire du syndrome de Marfan. Et là, on me dit qu'ils ont une fille qui ressemble à son papa et je demande donc de la voir. Donc là, je reçois la jeune patiente. C'est un enfant de 13 ans. Elle mesure 1,56 m pour 30 kg du poids. Elle est asymptomatique sur le plan cardiovasculaire. Là aussi, à l'examen clinique, je remarque qu'il y a des anomalies morphologiques très évocatrices du syndrome de Marfan. Cette fois-ci, je retrouve un souffle de régurgitation mitrale et à l'ECG, elle est sinusale. Donc, je vous montre son écho. Et là, on voit bien qu'on est plutôt sur une pathologie de la valve mitrale. Il s'agit d'un prolapsus qui survient sur des valves redondantes. C'est un prolapsus bivalvaire, asymétrique. On voit bien ici qu'il prédomine surtout sur le segment A2 de la valve mitrale comparativement au segment P2. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on le voit très bien sur cette coupe, il y a aussi cette séparation en systole entre le muscle ou le myocarde de la paroi inférolatérale et le niveau d'insertion de la valve auriculoventriculaire, réalisant ce qu'on appelle une disjonction annulaire mitrale, laquelle disjonction a été mesurée à 12 mm. Et là, on voit en mode Doppler que ces anomalies sont responsables d'une régurgitation mitrale avec un G excentré. On va la quantifier tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, avant d'aller au-delà dans mon cas clinique, je vais essayer de faire un petit tour de littérature assez rapide pour me guider dans la prise en charge de ma patiente. Et là, je rappelle la définition de la disjonction annulaire mitrale. C'est en fait cette séparation en systole entre le muscle du myocarde ventriculaire gauche et la jonction auriculoventriculaire qui soutient le feuillet mitral postérieur.
Alors, son diagnostic est basé sur une évaluation dynamique, sur des boucles dynamiques, parce qu'on la voit en systole, elle disparaît en diastole. Et les cut-offs qui sont retenus pour parler justement de disjonction annulaire mitrale en imagerie, c'est 2 mm. Donc, notre patiente, elle était à 12 mm. On est vraiment loin des seuils. Alors, un petit mot d'épidémiologie pour dire que finalement, cette disjonction annulaire mitrale, on la voit chez à peu près 50% des patients qui présentent une maladie de Barlow, 30% à peu près, le tiers des malades avec prolapsus valvulaire mitral. Et si l'on voit de ce côté-là la population marfan, eh bien, la disjonction, on la voit dans à peu près 31% des cas, et dans 29% des cas, elle est associée à un prolapsus valvulaire mitral. Alors pourquoi c'est intéressant de parler de la disjonction annulaire mitrale? Parce qu'elle se retrouve finalement au centre d'un certain nombre d'associations cliniques assez intéressantes qui sont l'insuffisance mitrale, le prolapsus valvulaire mitral, la fibrose myocardique qui dans des cas pareils est située essentiellement au niveau péri-annulaire et au niveau du pilier mitral postérieur. Et bien sûr, qui dit fibrose myocardique, dit trouble du rythme de sévérité variable. Alors, un petit mot rapide sur la physiopathologie. Il y a un élément essentiel et important à signaler, c'est que la plupart des écrits qui ont traité la disjonction annulaire mitrale mettent en avant cette anomalie morphologique comme étant l'élément initial d'un vrai continuum pathologique. C'est-à-dire que ça commence par la disjonction et puis c'est une cascade pour arriver à l'ensemble des anomalies que je viens de citer. Alors comment tout se passe au niveau de l'anneau? En cas de disjonction annulaire mitrale, la contraction normale de l'anneau en systole, elle n'y est plus. On assiste plutôt à un mouvement de curling de la jonction auriculo-ventriculaire, un glissement. Et ce curling sera responsable d'une dilatation-expansion paradoxale de l'anneau en systole, ce qui va altérer davantage l'étanchéité de la valve mitrale. Alors, ce curling va entraîner et aggraver la dégénérescence myxoïde des feuillets valvaires. Il va entraîner un stretching au niveau du pilier mitral, principalement postérieur, d'où l'apparition de la fibrose et donc des arythmies. Alors maintenant que les idées sont claires, je sais maintenant que pour prendre en charge ma patiente, pour l'évaluer, il faudra l'évaluer sur les deux côtés. D'abord, quantifier la sévérité de la régurgitation mitrale et puis stratifier son risque rythmique. Alors, je commence par la fuite mitrale. Les mesures qui sont recueillies en échocardiographie sont en faveur d'une fuite mitrale modérée avec une SOR à 26 mm², un volume régurgité à 44 ml. Et qui dit quantification de la sévérité de l'IM dit aussi aller voir l'éventuel retentissement sur les cavités ventriculaires gauches. Et là, justement, c'est le souci que j'ai eu avec cette patiente, c'est que je me suis retrouvée face à un ventricule gauche dilaté, un diamètre télédiastolique à 52 mm, un télésystolique à 38 mm, et même quand je pars une indexation, que ce soit le Z-score ou bien l'indexation classique selon la surface corporelle, eh bien, je suis face à des mesures qui sont élevées. Bien évidemment, j'ai confirmé les mesures, elles sont ce qu'elles sont. Je vais chercher une autre éventuelle cause de surcharge volumétrique du VG, notamment les shunts, le canal. Il n'y en avait pas, donc je suis bel et bien face à une fuite mitrale modérée qui contraste avec un ventricule gauche dilaté, lequel ventricule gauche a une FEVG conservée et au passage, le V est légèrement dilaté, l'aorte n'est pas dilatée et il n'y avait pas de signe d'hypertension pulmonaire. Alors là, je décide d'aller vers une IRM cardiaque. L'IRM a été faite en collaboration avec Dr Tarak Ndossi. Alors, tout d'abord, les coupes ciné qui vont nous montrer encore une fois cette disjonction annulaire mitrale. Là, c'est plutôt un regard du segment P1 de la valve mitrale. Elle va nous permettre de mesurer cette disjonction. Donc, on est selon les incidences soit sur le 12 ou bien du 14 mm. Elle va nous permettre également de confirmer le caractère dilaté du ventricule gauche avec cette fois-ci une étude volumétrique. Même les volumes qui sont recueillis en IRM sont
augmenté avec une FEVG conservée. Et les séquences de contraste de phase vont nous permettre d'aller mesurer directement et plutôt calculer le volume régurgité de la fuite mitrale. On est sur de 47 ml de volume régurgité, 42% de fraction de régurgitation. Donc c'est des mesures là aussi identiques à ce que j'ai retrouvé à l'échocardiographie. C'est une fuite modérée. Et on complète avec des séquences de caractérisation tissulaire du myocarde à la recherche de la fibrose. Donc la valeur de T1 MAPIN est normale. Et sur les séquences tardives d'injection, après injection de gadoviste, il n'y avait pas de prise de contraste, donc pas de fibrose. Alors je continue. Et cette fois-ci, je vais aller faire un multirythmique de 24 heures qui est revenu strictement normal. On n'a pas enregistré d'extrasystole ventriculaire ni de TV. Donc, si je veux récapituler, je suis face à une fille de 13 ans qui est étiquetée syndrome de Marfan, qui est asymptomatique sur le plan cardiaque, qui présente un prolapsus mitral bivalvaire asymétrique associé à une disjonction annulaire mitrale, l'ensemble étant responsable d'une fuite mitrale modérée, AG excentré, contrastant avec un ventricule gauche dilaté et sans anomalie rythmique enregistrée à l'holter rythmique des 24 heures. Donc là, il fallait que je réponde à cette question, pourquoi l'EVG est dilaté? La réponse, je vais la trouver dans la littérature. Alors, il y a beaucoup d'articles qui ont soulevé cette problématique. Je vais en citer quelques-uns. Je commencerai par celui-ci. Alors là, c'est un travail qui est fait par une équipe américaine qui a démontré que les patients qui présentaient un prolapsus valvulaire mitral avec fuite mitrale légère à modérée, eh bien, l'existence du prolapsus était corrélée à une augmentation du diamètre ventriculaire gauche, même si on était face à une fuite légère à modérée. Alors ici, c'est une revue de littérature qui s'est intéressée justement à ce remodelage ventriculaire gauche qu'on rencontre face au prolapsus valvulaire mitral pour essayer de nous donner des explications. Alors l'explication la plus présente, en tout cas chez notre patiente, c'est ce fameux volume de prolapsus ou bien volume mort ou espace mort. Alors c'est ce volume qui est situé sous le feuillet valvaire prolabé, eh bien, il a été démontré que ce volume de prolapsus était responsable d'une surcharge volumétrique du ventricule gauche et donc d'une dilatation de celui-ci, et ceci indépendamment de la sévérité de la fuite mitrale. Autre explication, c'est la cardiomyopathie rythmique chez les patients qui présentent des événements rythmiques récurrents, notamment quand on est face à des malades qui présentent une prédisposition génétique telle le prolapsus valvulaire mitral syndromique. Et là, enfin, on nous dit que ce volume de prolapsus était associé à une augmentation du diamètre ventriculaire gauche, particulièrement quand on est face à une disjonction annulaire mitrale associée. Un dernier article là aussi qui va essayer de nous donner une explication par rapport à la dilatation du VG chez notre patiente. C'est un travail de 2024 qui a démontré que finalement la disjonction annulaire mitrale chez les patients Marfan était corrélée à une dilatation du ventricule gauche, et ce indépendamment de la surcharge volumétrique du VG liée à une éventuelle fuite mitrale associée. Donc là, les choses sont plus claires. Je reviens à ma patiente pour essayer de la prendre en charge. Et là aussi, il faudra s'occuper de la fuite mitrale et de son risque rythmique. Je commence par l'insuffisance mitrale. Donc, les techniques disponibles sont soit le remplacement valvulaire mitral par prothèse mécanique quand l'anatomie valvaire n'est pas compatible avec une éventuelle réparation valvaire. Et c'est la solution radicale. Et là, il faut veiller à bien suturer l'anneau prothétique sur le muscle du myocarde ventriculaire pour éviter une éventuelle disjonction annulaire mitrale résiduelle. Et puis, il y a aussi la réparation valvulaire mitrale qui est la technique de choix
quand elle est possible. Plusieurs possibilités sont là. Moi, je vais insister uniquement sur l'annuloplastie. Ça paraît assez simple, mais sur un certain nombre de patients qui sont bien sélectionnés, l'annuloplastie à elle seule, avec un anneau large, permet de corriger la fuite mitrale. Pourquoi? Parce qu'elle va aller agir sur ce fameux curling. Et là aussi, bien sûr, il faut suturer l'anneau sur le muscle de la paroi ventriculaire. Alors, quels sont les patients qui répondent à cette technique qui est assez simple? C'est des malades qui répondent, là où ils ont ces trois conditions. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un prolapsus bilatéral symétrique avec une fuite centrale. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture de cordage et il faut qu'il y ait une disjonction annulaire mitrale parce que qui dit disjonction dit curling et possibilité de corriger donc la fuite avec un simple anneau. Alors bien évidemment, ces techniques sont à discuter chez les patients qui présentent des fuites mitrales sévères. Toutefois, il faut soulever le fait qu'il y a certains travaux qui se font actuellement pour essayer de proposer éventuellement la chirurgie valvulaire mitrale précocement chez les patients qui présentent un grand risque rythmique quand la valve est réparable. Alors, je reviens à ma patiente. Je rappelle qu'elle a 13 ans, qu'elle est asymptomatique, que la fuite mitrale est modérée, elle a été confirmée par écho et par IRM, qu'on a eu deux explications pour la dilatation du VG dans son cas, qui sont le volume de prolapsus et le terrain marfan associé à la disjonction annulaire mitrale, et qu'elle a une anatomie valvaire assez complexe puisque le prolapsus il est asymétrique et le G n'est pas central. Donc pour l'ensemble de ces raisons, il a été retenu d'adopter chez elle une attitude attentiste avec surveillance échocardiographique assez régulière pour surveiller la progression de la disjonction annulaire mitrale, l'évolution éventuelle de la sévérité de l'IM ainsi que les mesures ventriculaires gauches. Alors, je termine par la prise en charge rythmique. J'ai mis ici ce diagramme que j'ai tiré d'un consensus d'experts publié en 2022 qui tourne autour de risques rythmiques chez les patients avec prolapsus valvulaire mitral. Et là, on nous dit qu'il faudra intégrer un certain nombre d'éléments, les anomalies phénotypiques telles que la disjonction annulaire mitrale, la fibrose myocardique, les anomalies rythmiques de sévérité variable et surtout le caractère clinique allant du patient asymptomatique à l'arrêt cardiaque récupéré. Et là, notre patiente, elle se situe là, vers le côté jaune, parce qu'elle est asymptomatique, parce que l'ECG n'a pas enregistré d'anomalie particulière logarithmique non plus, et parce qu'elle n'a pas de fibrose. Donc, on est là sur un monitoring et surveillance régulière et rapprochée. Alors, je termine sur cette plaque take-home message. Je rappelle qu'il est intéressant de faire le dépistage familial dans des formes cardiaques d'allure syndromique. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de découvrir ce cas clinique. Je rappelle aussi que la disjonction annulaire mitrale, il faudra la rechercher sur des boucles dynamiques. On la voit uniquement en systole. Ne pas oublier la base physiopathologique qui est ce fameux curling de l'anneau. Et puis, ce qui nous a intéressé le plus dans cette observation, c'est le fait que la disjonction annulaire mitrale et le prolapsus pouvaient être responsables d'une dilatation et remodelage du VG indépendamment de la sévérité de la fuite mitrale. Et voilà, il ne faut pas oublier le risque rythmique non plus, qu'il faudra évaluer au cas par cas. Voilà, donc et enfin, des patients pareils, il faudra les prendre en charge après des discussions multidisciplinaires incluant imageurs, rythmologues et chirurgiens cardiaques. Merci pour votre attention. Merci Amel pour cette belle observation particulière pour moi par le fait qu'il y ait cette dilatation du VG. Oui, j'ai cherché longtemps. Ouais, qui est assez expliqué par la disjonction et le marfan. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on passe au quiz. C'est Hanan qui va le présenter. Et il faut scanner le code pour pouvoir participer au quiz. Il y aura comme cadeau une prise en charge pour les Journées nationales de l'AMCAR 2025.